Ce cours s'adresse aux étudiants en deuxième année universitaire, licence de français. Il s'agit du module de grammaire de la langue d'étude 2, séquence 3, TD 5. Alors, le cours d'aujourd'hui portera sur la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser aux caractéristiques de la proposition subordonnée relative. Ensuite, la place de la subordonnée relative dans la phrase complexe. En 3, le mode du verbe dans la proposition subordonnée relative. Et là, nous pouvons trouver 3 modes qui peuvent fonctionner dans la proposition subordonnée relative. L'indicatif, le conditionnel et le subjonctif. En 4, les fonctions du pronom relatif. Et pour finir, la fonction de la subordonnée relative. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les caractéristiques de la subordonnée relative. Sachez que la proposition subordonnée relative est toujours introduite par un pronom relatif de forme simple, qui, que, quoi, dont, ou de forme composée. Et là, nous avons lequel et ses dérivés, auquel, duquel, pour lequel, par lequel, etc. Sachez aussi qu'elle complète généralement un nom ou un pronom appelé antécédent. Donc, elle complète un nom ou un pronom auquel elle apporte des précisions. Elle fait donc partie des expansions du nom ou du groupe nominal. Exemple, donc observons l'exemple suivant et analysons-le. C'est la bibliothèque où je travaille. Nous avons ici une phrase avec 2 verbes, donc être et travailler. Donc 2 propositions. Deuxième étape, donc ça consiste à analyser le subordonnant. Le mot qui relie les 2 propositions, c'est où. Ici, où est précédé d'un nom, la bibliothèque. Donc bibliothèque est un nom, donc où est un pronom relatif. Si c'est un pronom relatif, c'est qu'il introduit une proposition subordonnée relative. Et voilà, j'ai déterminé la nature de ma subordonnée. Donc, ce qui reste, c'est la bibliothèque, c'est la proposition principale puisque une subordonnée est toujours rattachée à une principale. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le pronom relatif et le mot qui le précède ici. Il s'agit de la bibliothèque. Dans le noyau et bibliothèque, quelle est la nature de bibliothèque? C'est un nom. Donc, ce mot-là, on l'appelle l'antécédent ou ce groupe nominal qui est la bibliothèque. Il s'agit d'un groupe nominal. Alors, il faut savoir qu'un pronom relatif sert à éviter la répétition. Donc, à la base, j'avais la phrase comme ça, en 2 phrases. C'est une bibliothèque, je travaille dans cette bibliothèque. Et donc, pour éviter la répétition et s'exprimer en bon français, on a fusionné les 2 phrases et ça nous a donné la phrase complexe, c'est la bibliothèque où je travaille. Exemple 2, je regardais celui qui me saluait. Là, c'est le même principe, donc 2 verbes de proposition, qui est un pronom relatif, puisqu'il est précédé d'un pronom. Le pronom, c'est celui. Et ce mot-là, on l'appelle l'antécédent. Donc finalement, l'antécédent peut être un nom, un groupe nominal ou un pronom. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à la place de la proposition subordonnée relative dans la phrase complexe. Rappelons que la proposition subordonnée relative dépend d'une proposition principale dans une phrase complexe. Elle est généralement placée juste après l'antécédent du pronom relatif. Donc je dis bien généralement parce qu'il y a plusieurs cas de figure que nous allons découvrir tout de suite. Donc, premier exemple, je connais la solution qui peut nous sauver. Ici, nous avons la subordonnée relative qui commence à partir du pronom relatif qui, donc qui peut nous sauver. Et la principale, c'est je connais la solution. Donc, quelle solution qui peut nous sauver nous apporte des informations sur le mot la solution qui est l'antécédent du pronom relatif qui. Donc, ici, la subordonnée relative est placée juste après l'antécédent.
Deuxième cas de figure, la subordonnée relative peut être enchâssée dans la proposition principale. Exemple, le livre que j'ai lu est fort intéressant. Donc notre subordonnée commence à partir du subordonnant qui est le pronom relatif que j'ai lu. Donc je vais m'arrêter là parce qu'il y a un autre verbe après, le verbe être. Donc je ne peux pas empiéter sur la principale. La principale donc, qui se dégage d'elle-même, c'est le livre est fort intéressant. Donc la subordonnée relative complète le mot le livre. Donc quel livre? Le livre que j'ai lu. Elle est placée juste après l'antécédent, qui est le livre, mais il se trouve qu'elle est placée aussi au milieu de la principale. Et c'est ça la différence qu'il y a entre le premier exemple et celui-ci. Voilà, on parle de propositions subordonnées relatives enchâssées dans la principale. Un autre cas de figure, la relative, on avait dit qu'elle suivait immédiatement l'antécédent, donc ça c'est de manière générale, à moins que celui-ci comporte un autre complément, et là c'est un cas particulier. Exemple, l'homme souriant qui était à droite me saluait. Donc notre subordonnée relative est mise en gras. Qui était à droite, elle commence toujours par un pronom relatif, je le rappelle encore une fois. Et on avait dit que l'antécédent précédait le pronom relatif. Mais le mot qui précède le pronom relatif ici, c'est souriant, qui fait partie de la proposition principale, parce que la proposition principale dans cet exemple, c'est l'homme souriant me saluer. Alors, mais il se trouve que souriant, en fait, n'est pas l'antécédent parce que qui était à droite, en fait, ne complète pas le mot souriant, mais complète l'homme. L'homme, quel homme? L'homme qui était à droite et non pas souriant qui était à droite. Donc l'antécédent, ici, c'est l'homme qui a cette fois-ci deux compléments. Il a un adjectif souriant qui est épithète et puis il a aussi une proposition subordonnée relative qui lui est rattachée. Donc faites attention à ce genre de phrase, à ce genre de construction. Cette fois-ci, nous allons nous pencher sur le mode du verbe dans la proposition subordonnée relative. Et là, il s'agit d'une séquence importante parce que dans la subordonnée relative, le verbe peut être mis soit à l'indicatif, soit au subjonctif, soit au conditionnel. Donc, qu'est-ce qui détermine le mode du verbe dans la proposition relative? Nous allons le voir à travers les points A, B et C. Donc, A, l'indicatif. Dans la subordonnée relative, on emploie souvent l'indicatif pour exprimer un fait dont on veut marquer la réalité. Exemple, je connais la solution qui peut nous sauver. Ici, nous avons le verbe pouvoir qui est à l'indicatif, présent de l'indicatif, peut. Donc, c'est le verbe de notre subordonnée qui est qui peut nous sauver. Pourquoi il est à l'indicatif? Parce qu'il s'agit de faits réels, de faits bien déterminés. Je connais la solution, c'est quelque chose que je connais et je sais qu'elle peut nous sauver. Exemple 2, j'ai lu un article dont je n'ai pas compris le sens. Donc, la subordonnée dont je n'ai pas compris le sens, son verbe est conjugué au passé composé et compris, c'est le verbe comprendre au passé composé. Et s'il est mis à l'indicatif, c'est parce que ce sont des choses que je connais, ce sont des choses dont je suis sûre, donc il n'y a pas de doute. Et à partir du moment où je suis dans la certitude, dans les faits réels, bien déterminés, on emploie l'indicatif. Donc j'ai lu un article dont je l'ai lu, déjà c'est dans le passé, dont je n'ai pas compris le sens. Voilà. Quand est-ce qu'on peut employer le conditionnel dans la subordonnée relative? Alors, sachez que si la subordonnée relative contient un sens hypothétique, cela signifie qu'il s'agit d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'il y a une part de doute, de l'incertitude, on n'est pas sûr. Elle peut être au conditionnel dans ce cas. Alors, comparons les exemples suivants. Je connais une fille qui peut faire du babysitting.
Notre relative est mise en gras qui peut faire du babysitting. Donc, le verbe de la subordonnée, c'est peut. Il est à l'indicatif. Pourquoi? Parce que dans ce contexte-là, il s'agit en fait d'une information certaine. Je connais une fille, je la connais. Il s'agit d'un fait bien déterminé et qui peut faire du babysitting. Je sais qu'elle peut faire du babysitting. Je suis sûre de mon information et l'information ici est sans condition. Passons à l'exemple suivant. Je connais une fille qui pourrait faire du babysitting. Alors, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se passe dans ce nouveau contexte? Le verbe pourrait, c'est le verbe pouvoir qui est mis au conditionnel. Pourquoi? Parce que je connais une fille, c'est un fait bien déterminé, c'est la principale, mais dans la relative, qu'est-ce que j'exprime? J'exprime une part de doute. Je ne suis pas sûre de mon information, c'est-à-dire qu'elle pourrait faire du babysitting comme elle pourrait ne pas le faire. Donc voilà, c'est ça la différence et c'est la raison pour laquelle j'ai employé le conditionnel. Exemple suivant. Celui qui la verrait parler toute seule, comme ça, la prendrait pour une folle. Alors, ma relative, elle est en gras, qui la verrait parler toute seule, et le reste, c'est la principale. Alors, le verbe de la subordonnée, c'est le verbe voir au conditionnel verrait. Donc, qu'est-ce que j'essaye d'exprimer à travers cette subordonnée relative? J'exprime une part de doute, en fait, de supposition plutôt. Celui qui la verrait parler toute seule, je suppose. Celui qui la verrait, donc on est dans le futur incertain. C'est la raison pour laquelle on a employé le conditionnel. Et en plus de ça, on remarque dans la principale que le verbe de la principale est lui aussi mis au conditionnel. Donc là déjà, ce verbe-là a préparé le lit à la conjugaison du verbe de la subordonnée au conditionnel. Ça a suivi. Pourquoi? Parce que il s'agit ici de règles de concordance de temps. Donc c'est toute la phrase, y compris la principale et la subordonnée, qui est hypothétique. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc la structure grammaticale est la même, mais le sens va changer en fonction du mode que l'on emploie et ce qu'on veut passer comme message, ce qu'on veut exprimer à son interlocuteur. Cependant, on peut employer le subjonctif aussi dans les propositions relatives exprimant de manière générale une part d'incertitude, un fait envisagé par la pensée ou de la subjectivité, qui peuvent être exprimées de différentes manières. Alors, premièrement, quand la relative exprime l'incertitude liée au but ou à la conséquence. Je cherche une voiture qui me permette de voyager confortablement. Donc, ma principale, je cherche une voiture. Donc, je suis en train de chercher quelque chose qui se trouve dans le futur incertain et qui exprime en même temps, à travers, qui me permet de voyager confortablement, qui exprime aussi le but de ma recherche. Enfin, pourquoi je cherche une voiture? Dans le but de voyager confortablement. Et dans ce cas, on emploie le subjonctif. Donc, on a le but, on a l'incertitude du futur et un fait qui est indéterminé puisque c'est un futur qui est encore incertain. Exemple 2, j'ai une voiture qui me permet de voyager. Alors, dans la principale, nous avons le fait d'avoir une voiture, c'est quelque chose d'acquis, qui me permet de voyager. Donc, qui me permet de voyager, c'est toujours le but, mais c'est pas un but qui n'est pas certain. Au contraire, on est ici dans le fait déterminé. J'ai une voiture et elle me permet de voyager en fait. Donc, dans ce cas-là, il faut employer l'indicatif plutôt que le subjonctif.
Je cherche un remède qui puisse te guérir efficacement. Donc, je cherche un remède. Donc, vous voyez, je cherche quelque chose qui est dans l'incertitude du futur, qui puisse te guérir efficacement. Là, on exprime la conséquence, mais qui est liée à l'incertitude toujours, qui puisse te guérir efficacement. Je ne sais pas si ce remède va te guérir ou pas. Donc, c'est toujours l'incertitude et à ce moment-là, il faut employer le subjonctif. Exemple suivant. Je connais un remède qui peut te guérir efficacement. Et vous voyez là, la donne a changé. Je connais un remède. Donc, c'est quelque chose c'est un fait réel, bien déterminé, qui peut à ce moment-là la subordonnée va suivre qui peut te guérir efficacement. Je sais qu'il peut te guérir efficacement. Je suis sûre de mon information. Il s'agit d'un fait déterminé. Et donc, ça justifie l'emploi de l'indicatif. Voilà la différence entre l'indicatif et le subjonctif dans la relative. Continuons avec le subjonctif, mais cette fois-ci quand la relative exprime l'appréciation subjective à travers un antécédent qui comporte un adjectif mis au superlatif, donc un superlatif selon la structure suivante, le plus plus un adjectif, le moins plus un adjectif, qu'on va expliquer à travers l'exemple suivant. C'est l'épreuve la plus longue que nous ayons à subir. Donc, la subordonnée relative est mise en gras, que c'est le pronom relatif qui l'introduit, et il se trouve que l'antécédent, c'est l'épreuve. Donc, il est un peu plus loin que le pronom relatif. Pourquoi? Parce que l'épreuve, quelle épreuve? Que nous ayons à subir. Ça complète l'épreuve et non pas la plus longue. La plus longue, en fait, c'est le complément de l'antécédent qui est l'épreuve. Donc, l'épreuve a deux compléments en l'occurrence dans cette phrase. Le premier complément, c'est la plus longue, et le deuxième, donc qui est un superlatif, et le deuxième complément, c'est que nous ayons à subir, c'est la subordonnée relative qui le complète encore une fois. Donc, deux compléments pour cet antécédent. Alors, ce qui nous intéresse en fait, c'est le premier complément qui est la plus longue, le superlatif. Donc, il est composé de la plus et l'adjectif longue. Ça s'appelle un superlatif. Donc, la moins longue, le plus court, voilà, le moins court ou un autre, quel que soit l'adjectif. Il faut savoir que quand nous avons une structure pareille, il faut employer le subjonctif, mais à condition qu'on exprime à travers la phrase une appréciation subjective. Pourquoi? Parce que à travers cette phrase complexe, je suis en train de donner mon avis. Voilà, c'est un jugement personnel, n'est-ce pas? Alors, toujours quand la relative exprime l'appréciation subjective, mais cette fois-ci à travers un antécédent qui comporte un mot exprimant un degré extrême, comme le seul, le premier, le dernier, l'unique, le meilleur, etc. Exemple, elle est la seule personne qui est vraiment comptée pour moi. Donc là aussi, il s'agit d'une appréciation subjective, je le signale. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'antécédent. L'antécédent de notre relative, c'est personne. Et il se trouve que personne est accompagné en fait d'un mot qui exprime un degré extrême. Il s'agit d'un adjectif, mais qui exprime un degré extrême. Donc, euh, voilà, comme la seule, les mots qu'on vient de citer. Donc, avec cette structure suivie d'une relative, il faut employer en fait le subjonctif et en l'occurrence, nous avons le verbe compter qui est mis au passé du subjonctif. Donc, nous avons à la fois cette structure et l'appréciation subjective. Cependant, à travers l'exemple, les mauvais succès sont les seuls maîtres qui peuvent nous reprendre utilement. Alors, dans cette phrase, nous avons la même structure, c'est-à-dire une relative,
une principale et une relative. Il s'agit d'une phrase complexe. Le pronom relatif qu'il introduit, c'est qui, et l'antécédent, c'est maître. Et il est accompagné du complément voilà, de ce mot, les seuls, tel qu'on l'a vu dans l'exemple précédent. Or, dans ce contexte-là, il s'agit en fait d'une vérité générale et non pas d'une appréciation subjective. Et c'est la raison pour laquelle nous avons employé le verbe pouvoir dans la relative au présent du subjonctif. Donc, nous avons une seule condition, c'est cette structure qu'on vient de citer, les seuls maîtres, mais la deuxième condition, celle de l'appréciation subjective, n'y est pas. Il s'agit de vérité générale et ça change tout. Donc faites attention, il faudrait qu'il y ait une appréciation subjective qui est exprimée à travers la phrase complexe, à travers la relative ou toute la phrase pour pouvoir employer le subjonctif. Alors, poursuivant avec le subjonctif toujours, et cette fois-ci, quand la subordonnée relative exprime un fait envisagé simplement dans la pensée par une tournure négative, restrictive, interrogative ou une condition. Exemple 1. Je ne connais personne qui puisse en faire autant. Il s'agit ici d'une négation au niveau de la principale à travers l'adverbe ne personne, où je peux très bien dire je ne connais pas quelqu'un qui puisse en faire autant. Donc la personne, je ne la connais pas encore, je suis dans l'incertitude, je suis dans un fait envisagé simplement dans la pensée. Et c'est la raison pour laquelle nous avons conjugué le verbe pouvoir au niveau de la relative au subjonctif. Donc il s'agit de l'hypothétique, donc un fait qui n'est pas certain. Exemple 2, connaissez-vous quelqu'un qui puisse m'aider? Donc nous avons une interrogation au niveau de la principale par l'inversion du sujet avec le verbe. Connaissez et vous, donc connaissez-vous. Et nous avons qui puisse m'aider, nous avons encore une fois le subjonctif au niveau de la relative. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas cette personne, moi non plus. Et est-ce qu'elle pourrait m'aider ou pas? On est dans l'incertitude, on est dans l'hypothèse. Et à partir de là, ça justifie en fait l'emploi du subjonctif au niveau de la relative. Exemple 3, il n'y a que vous qui puissiez m'aider. Cette fois-ci, il s'agit de restriction à travers l'adverbe ne que. Donc, il n'y a que vous de toutes les personnes. Je restreins à une seule personne, c'est vous. Il n'y a que vous, uniquement vous, qui puissiez m'aider. Donc là, puissiez m'aider, je suis en train d'envisager tout simplement le fait par la pensée. Donc, vous pourriez m'aider en quelque sorte, mais je ne sais pas, j'exprime une part d'incertitude, une hypothèse à travers l'emploi du subjonctif concernant le verbe pouvoir, puissiez. Exemple 4. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse m'aider, amenez-le-moi. Alors, nous avons ici notre relatif qui est mise en gras. Le reste, c'est la principale. Nous avons ici la principale si vous connaissez quelqu'un qui puisse m'aider. C'est la relative. Ensuite, une autre subordonnée, amenez-le-moi. Une autre principale, donc on a dit. Au niveau de la première principale, nous avons le mot si qui exprime la condition. Et donc, si vous connaissez quelqu'un, donc vous ne le connaissez pas encore, c'est l'incertitude, qui puisse m'aider. Donc, encore une fois, j'envisage le fait par la pensée, tout simplement. Je ne sais pas encore s'il pourrait m'aider ou pas. Et donc, il s'agit de l'hypothèse. Et c'est ça qui justifie l'emploi du subjonctif dans la relative. Donc, il faut savoir que à travers ces tournures, à savoir négation, interrogation, restriction ou condition, quand il s'agit à la base d'un fait envisagé simplement dans la pensée, quand on est dans l'incertitude, il faut employer le subjonctif à travers la relative.
Cette fois-ci, attention, il s'agit d'une mise en garde. En revanche, lorsque la subordonnée relative exprime un fait déterminé et non hypothétique tel qu'on vient de le voir, à travers les mêmes tournures qu'on vient de voir aussi, on emploiera l'indicatif. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les mêmes tournures? C'est-à-dire la négation, la restriction, l'interrogation et la condition. Et cette fois-ci, il s'agit de faits déterminés et non hypothétiques. C'est ça le plus important à retenir. Exemple, je ne crains pas ce chien qui nous poursuit. Donc, bien qu'on ait la négation, ne est pas dans la principale, nous avons employé le présent de l'indicatif pour le verbe poursuivre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, je sais que je ne crains pas ce chien, il nous poursuit, il s'agit d'un fait réel bien déterminé, donc pas la peine de penser au subjonctif, l'indicatif est plus convenable. Exemple 2, oublierons-nous les lieux qui nous ont vus naître? Donc le cas de l'interrogation, mais cette fois-ci par rapport à des faits réels. Oublierons-nous les lieux qui nous ont vus naître? Donc ils nous ont vus naître dans le passé, c'est un fait bien déterminé. Il s'agit en fait d'un constat, voilà, et il n'y a pas d'appréciation subjective, il n'y a pas d'hypothèse. Il n'y a pas de fait envisagé par la pensée, il s'agit de faits réels et c'est là toute la différence. Exemple 3. Il n'y a que vous qui avez compris les règles de bienséance. Donc, il n'y a que vous. Il s'agit de la restriction telle qu'on l'a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, une restriction par rapport à un constat réel, à un fait bien déterminé, qui avait compris les règles de bienséance. Donc je le vois, je le sais, c'est un fait déterminé. Et pour finir, la condition, mais cette fois-ci, la condition est exprimée différemment. Si vous respectez ceux qui vous ont élevé, vous aurez tout à y gagner. Donc, si dans la principale, vous respectez ceux qui vous ont élevé, ils vous ont élevé, c'est un fait réel, bien déterminé, il n'y a pas d'hypothèse, il n'y a pas en fait de doute, il faut employer à ce moment-là l'indicatif plutôt que le subjonctif. Donc faites attention à la manipulation des modes dans ce genre de contexte et avec ces tournures-là. Donc il faut faire surtout la différence de base qui est l'hypothèse et le fait déterminé. Alors, ici, nous avons un petit bonus pour vous permettre de mieux comprendre et de mieux maîtriser justement les modes, notamment le mode subjonctif et indicatif, et faire la différence entre les deux. Comparons les exemples suivants. Exemple 1, je cherche un roman qui est paru le mois dernier et dont l'auteur est hongrois. Donc, la principale, c'est je cherche un roman qui est paru le mois dernier, c'est la subordonnée. Première subordonnée relative, dont l'auteur est hongrois. Deuxième subordonnée relative. Et il s'agit en fait ici de deux relatives à travers lesquelles j'ai employé l'indicatif. Pourquoi? Parce que je cherche un roman, c'est sûr, je suis dans la recherche, dans l'incertitude, mais dans la relative, j'exprime un fait bien déterminé. Il est paru le mois dernier, c'est clair, c'est un fait réel qui s'est produit, d'ailleurs c'est le passé, et dont l'auteur est hongrois. Je connais l'auteur de ce roman. Donc il est hongrois, c'est un fait bien déterminé. Et donc, je dois employer à ce moment-là l'indicatif. Exemple 2, je cherche un roman, donc j'ai gardé la même principale, donc je cherche un roman, je suis en train de le chercher, c'est un fait, et qui me fasse rêver un petit peu. C'est la subordonnée relative, c'est une subordonnée relative à travers laquelle je veux exprimer en fait l'hypothèse, c'est-à-dire l'incertitude, un futur incertain, quelque chose qui n'est pas encore accessible. Donc le fait n'est pas réel ici.
Voilà la différence en fait entre les deux. J'envisage seulement le fait de rêver par la pensée. Je l'envisage dans ma pensée, c'est quelque chose qui n'est pas encore accessible. Donc dans la première phrase, on sait que le roman existe. Par contre, dans la seconde, on ne sait pas si un tel roman existe. Et c'est là toute la différence. Alors maintenant, il s'agit d'une mise en garde. Attention à l'emploi de que. Que peut être un pronom relatif comme il peut être une conjonction de subordination. Il ne faut surtout pas confondre une proposition subordonnée relative introduite par le pronom relatif que et qui complète un nom et une proposition subordonnée complétive introduite par la conjonction de subordination que et qui complète un verbe. Exemple, le train que j'ai pris allait à Oran. Dans cet exemple, nous avons notre subordonnée enchâssée dans la principale que j'ai pris. C'est une relative. Pourquoi? Parce que a un antécédent qui est le train, puisque le train c'est un nom, c'est que est un pronom relatif et la subordonnée, elle est relative. Deuxième exemple, je pense que les choses vont s'arranger. Ici, la subordonnée est enchâssée dans la principale et cette fois-ci, il s'agit d'une subordonnée complétive. Pourquoi? Parce qu'elle est précédée par un verbe pense. Donc, que n'est pas un pronom relatif dans cette phrase, mais une conjonction de subordination qui introduit une complétive et non pas une relative. Passons maintenant aux fonctions du pronom relatif. Il faut savoir que le pronom relatif a une fonction dans la phrase complexe, notamment dans la proposition subordonnée relative à laquelle il appartient. Donc le pronom relatif a sa propre fonction dans la relative. On trouve la fonction du pronom relatif en le remplaçant par son antécédent. La fonction du pronom relatif se trouve toujours dans la subordonnée qu'il introduit. Donc, il faut analyser la subordonnée et non pas la principale quand on veut trouver la fonction du pronom relatif. Donc, il faut savoir que le pronom relatif qui, lorsqu'il est employé seul, il est toujours sujet. Donc, ça, c'est très simple. Pour qui, en revanche, lorsqu'il est précédé d'une préposition un ou deux, il est complément d'objet indirect. Exemple, j'ai rencontré l'homme à qui tu avais prêté ton véhicule. Donc, qui ici n'est plus sujet parce qu'il est accompagné de un. Donc, j'ai rencontré l'homme à qui tu avais prêté ton véhicule. Tu avais prêté ton véhicule à qui? À l'homme. Donc, à qui, c'est un COS. Passons à que. Que est toujours COD, complément d'objet direct du verbe de la subordonnée. Exemple, j'ai reçu le cadeau que tu m'as envoyé. Donc, la subordonnée que tu m'as envoyée, on va l'analyser par rapport à son verbe et à son sujet. Tu as envoyé quoi, donc le cadeau, est remplacé par que dans la subordonnée. Donc, il est COD puisqu'on a posé la question quoi. Donc, c'est très simple pour que. Dès que est pronom relatif, donc vous analysez l'antécédent et que c'est un nom, que a toujours comme fonction COD. Alors, passons à où. Alors, où, il a deux fonctions possibles. Il est complément circonstanciel de lieu lorsque son antécédent désigne un lieu. Exemple, le village où je suis né est loin d'ici. Où ici est CCL. Pourquoi? Parce que le village désigne un lieu. L'antécédent village désigne un lieu. Il est complément circonstanciel de temps lorsque son antécédent indique le temps. Exemple, il a fait froid le jour où tu es parti. Le jour, c'est l'antécédent de où. Il indique le temps et donc il s'agit d'un CCT, complément circonstanciel de temps. Alors, concernant dans, il a deux fonctions possibles aussi. Il représente généralement un complément introduit par la préposition de. Exemple, je te présente mon frère dont je t'ai parlé. Je te présente mon frère, je t'ai parlé de mon frère.
Donc, dans la première phrase, nous avons une phrase complexe qui contient une subordonnée relative introduite par le pronom relatif dans. Dans la seconde, nous avons deux phrases séparées. Il ne s'agit pas de phrases complexes. Donc à la base, la phrase était comme ça et nous l'avons reliée par le pronom relatif dans pour éviter la répétition du mot mon frère. Je te présente mon frère, je t'ai parlé de mon frère. Donc, il convient de relier ces deux éléments par le pronom relatif dans. Pourquoi? Quand est-ce qu'on emploie dans en fait? On emploie dans quand on va au deuxième exemple, donc deuxième phrase. Je t'ai parlé de mon frère. Quand il s'agit d'un COI qui commence par de, à ce moment-là, il faut remplacer par dans. C'est dans qui convient et non pas un autre pronom. Par exemple, j'ai besoin de cet argent, je te donne cet argent. Donc, je te donne cet argent dont j'ai besoin. Et voilà, donc, il faudrait que le COI ou le complément, de manière générale, commence par de. C'est ça la condition pour employer le pronom relatif dans. Alors maintenant, passons aux fonctions. Dans peut être complément d'objet indirect. Exemple, il a pris tout le matériel dont il avait besoin. Donc, on va analyser dans. Il avait besoin de quoi? Il avait, donc la question de quoi, c'est pour trouver le COI. Il avait besoin de matériel. Il peut être aussi complément de l'adjectif. Exemple, il a un fils dont il est fier. Donc, il a un fils, il est fier de son fils en réalité. Il a un fils dont il est fier. Fier est un adjectif qualificatif. Donc, il est fier de qui? Donc, on a posé la question à partir d'un adjectif. Donc, dans ce cas, est un complément de l'adjectif et non pas un complément d'objet indirect. Et pour finir, je vais vous présenter la fonction de la subordonnée relative. Alors, sachez que la subordonnée relative est généralement complément de l'antécédent, donc de manière générale. Donc, on peut se contenter de dire que la fonction, c'est complément de l'antécédent. Mais nous, on va analyser pour que vous ayez une vision beaucoup plus précise. Exemple 1, l'homme qui était à droite me saluait. Donc, la subordonnée est en gras, l'antécédent, c'est l'homme. Quelle est la nature de cet antécédent? Il s'agit d'un nom ou un groupe nominal, donc la relative finalement complète un nom. Donc la fonction de la subordonnée relative dans cette phrase est complément du nom. Comme on peut l'appeler complément de l'antécédent? Les deux sont valables. Exemple 2. Je regardais celui qui me saluait. Donc la subordonnée est en gras. L'antécédent, il se trouve que cette fois-ci, c'est un pronom, celui. Donc finalement, quelle est la fonction de la relative? Elle est complément du pronom. Ou on peut dire aussi complément de l'antécédent, c'est tout aussi valable. Cela signifie que la fonction d'une proposition relative est complément du nom ou du pronom, ou on peut l'appeler tout simplement complément de l'antécédent.